qu'est la Crimée. La Syrie, même problème, la Russie a tout à fait vu que ça soit vrai ou faux. Le but n'est pas de dire que c'est vrai ou faux. Mais ce qui est intéressant en géopolitique sont les représentations. La Russie a vu notre activisme en Syrie, où Hollande, et même Obama au début, mais surtout Hollande, qui était plus royaliste et plus américain que les Américains, et plus moraliste que les pires occidentaux interventionnistes. Hollande voulait renverser un régime, et les États-Unis au départ auraient bien voulu, qui en fait aurait signifié quoi? Encore une perte d'une base russe par Moscou, ce qui était inacceptable. Moscou n'avait que deux bases dans les mers chaudes de l'Ouest, la Crimée et la Syrie. Donc on voit bien que toute la stratégie des révolutions de velours, comme des guerres donc autant du soft power des révolutions de velours que des guerres plutôt hard power, dans les deux cas, toutes les interventions occidentales, guerrières ou humanitaires, sous couvert de révolutions de velours ou de printemps arabe, toutes ces guerres ont consisté à affaiblir pratiquement la Russie et ses alliés. Que ce soit ses alliés d'ex-Yougoslavie, ses alliés d'Irak, ses alliés de Libye, ses alliés de Syrie. Et donc, je ne dis pas, encore une fois, qu'il faille justifier tout ce que fait la Russie. Mais tout a été fait, en tout cas, pour que la Russie devienne hystérique. Si nous avions voulu, ou plutôt si les États-Unis, pour continuer à maintenir l'Europe divisée en deux poumons irréconciliables, l'Ouest et l'autre poumon slavo-orthodoxe. Si l'Europe avait voulu, si les États-Unis avaient voulu continuer à pérenniser cette fracture, elle aurait agi exactement de la même manière. Parce qu'il est vrai que la guerre Occident-Russie ne va pas déboucher sur une guerre froide, sur une guerre nucléaire, pardon. Je n'y crois absolument pas. Je ne crois pas du tout à la Troisième Guerre mondiale. La vérité stratégique de cette brouille, qui a été tout à fait accentuée par les stratèges américains de manière très consciente, elle vise à pérenniser l'hégémonie sur l'Europe de l'Ouest. Et le meilleur moyen pour pérenniser l'hégémonie sur l'Europe de l'Ouest, c'est de faire croire qu'il y a un énorme danger à l'Est, un ours russe qui est prêt à manger tout le monde. On me disait encore hier que j'étais naïf parce que je ne croyais pas que Poutine voulait envahir les pays baltes dans quelques semaines. Bien sûr, c'est connu, Poutine veut envahir les pays baltes dans quelques semaines, et après la Pologne. Et après la Pologne, bien sûr, ce sera l'Allemagne et la France, bien entendu. Donc on me parlait même des Sudètes et d'une volonté impérialiste russe qui veut, paraît-il, c'est ce que j'ai appris hier, envahir toute l'Europe de l'Ouest. L'autre jour, il a envahi le Daghestan, alors que le Daghestan est russe depuis... Ah oui, en plus, oui, ça c'est intéressant, certains lapsus dans les médias, absolument. J'ai souvent entendu Tchétchénie et Daghestan envahis par la Russie, alors sur le territoire de la Fédération de Russie. Il y a en plus beaucoup d'ignorance, mais il y a aussi beaucoup de manichéisme. Donc on voit bien que le dossier du containment ou du néo-containment, du néo-endiguement contre la Russie pourtant post-soviétique est très lié au dossier de l'islamisation, puisque partout où on a voulu activer et pérenniser l'épouvantail, le bélier islamiste pour affaiblir la Russie ou ses alliés des régimes arabes dans les pays musulmans, et bien partout, forcément, le bénéficiaire, ça a été l'islamisme radical. On pourra même parler de la Turquie. La Turquie était kémaliste, elle était dirigée par des gens qui étaient les ennemis jurés de l'islamisme radical, et ce qui est extraordinaire, les pays de l'OTAN, Union européenne et États-Unis, ont tout fait dans les années 90 pour détruire le kémalisme. Il faut savoir que ça a été très loin, et même on retrouve des textes tout à fait officiels. Le 5e paquet de réformes de l'Union européenne en 2004-2005 exige, comme condition pour que la Turquie soit éligible dans le cadre des négociations en vue de l'adhésion, on exigeait le démantèlement des structures kémalistes militaires en Turquie. La première chose qu'a exigé l'Union européenne pour en quelque sorte justifier l'occidentalisation et l'européanisation de la Turquie, ça a été qu'elle abolisse la seule structure militaro-politique qui empêchait l'islamisme de progresser. C'est extraordinaire. Donc il n'y a pas que la Libye, l'Afghanistan, le Pakistan, que les Occidents ont aidé d'ailleurs en partie indirectement à devenir une puissance atomique. Il n'y a pas que les frères musulmans qui ont été promus par la puissance britannique au début du XXe siècle, puis ensuite par les États-Unis, pratiquement partout, mais il y a aussi cet exemple. Donc, nous sommes dans une situation très intéressante dans laquelle nos meilleurs amis dans les pays du Golfe sont les pôles, j'y reviens, les pôles du totalitarisme islamiste. Qatar, Koweït, financier des frères musulmans, ce sont les deux grands financiers des frères musulmans partout. En Europe, la plupart des mouvements frères musulmans sont financés par deux grandes sources. L'autofinancement, c'est les collectivités ou le halal, et d'autre part, les pays du Golfe.
Les Saoudiens finançaient les frères musulmans au départ, et ils ont cessé de le faire parce qu'ils finissaient par craindre les velléités électorales des frères musulmans qui menaçaient la monarchie, mais le Qatar et le Koweït restent les parrains des frères musulmans. Ça, c'est le premier pôle, je dirais, du Golfe. Autre pôle très important, le Pakistan. Dans les années 80-90, le Pakistan a été extrêmement courtisé, armé, aidé, défendu, et jusqu'à aujourd'hui, on a des candidats à la présidence américaine, je parle de la précédente présidence, M. McCain, il ne ratait jamais un débat pour dire le Pakistan est notre grand allié. Moi, je suis quand même assez stupéfait de voir des néoconservateurs qui se disent chrétiens, avec une vision un peu géo-civilisationnelle, qui disent le Pakistan est notre meilleur allié dans la région. Ce pays a quand même protégé Oussama Ben Laden jusqu'à son dernier jour, à quelques kilomètres d'une base militaire pakistanaise. Ce pays continue à financer les talibans et de nombreuses organisations islamistes, notamment dans le Cachemire contre l'Inde. Ce pays est à l'origine de nombreuses organisations terroristes et d'attentats terroristes perpétrés par des mouvements proches des talibans ou d'Al-Qaïda, qui sont directement appuyés par les services secrets de ce pays. Ce pays cumule, et en plus ce pays, vous savez, c'est le pays également d'Asia Bibi, le pays où on peut condamner à mort une personne, une maman, parce qu'elle a bu dans le puits d'un musulman et elle aurait souillé l'eau des musulmans. C'est quand même quelque chose de complètement ubuesque, mais c'est véridique. Aujourd'hui, Asia Bibi est condamnée à mort, et d'ailleurs plusieurs personnes qui l'ont défendue ont déjà été assassinées, déjà au moins 4, dont un gouverneur, un ministre des minorités, 2 avocats, c'est quand même pas mal. C'est un pays extraordinaire où on peut tuer quelqu'un juste parce qu'elle est accusée par une récolteuse de fruits d'avoir bu dans le puits d'un musulman. Et comme elle avait dit, mais je suis chrétienne, j'ai le droit d'exister comme vous, ça a été considéré comme un blasphème. Immédiatement condamné à mort par l'État, pas les islamistes. C'est un État qui non seulement finance des islamistes terroristes, mais qui en plus produit de l'islamisme d'État. Et c'est pour ça que je soutiens que l'ennemi n'est pas le terrorisme, c'est un moyen d'action, c'est un mode d'action, le terrorisme. L'ennemi, ce sont ceux qui sont derrière le terrorisme, soit des organisations salafistes transnationales, soit carrément des États qui ont une main droite, alliés à l'Occident et qui investissent son argent chez nous, une main droite qui ignore systématiquement la main gauche, qui elle est, j'allais dire, la main gauche ou le bras droit du terrorisme. Donc on a de drôles d'amis. Donc j'ai parlé du Qatar, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, c'est même pas la peine de trop développer l'Arabie Saoudite, c'est une évidence que ce pays est le producteur du salafisme. Je parlais du Pakistan, et bien sûr une organisation qui elle est transnationale mais intergouvernementale, donc qui est également très officielle. C'est pour ça que moi je soutiens que nous sommes dans une véritable guerre géocivilisationnelle où ce n'est pas uniquement des mouvements transnationaux qui le menacent, mais des États sont derrière. Et cet autre pôle qui est intergouvernemental, donc qui réunit plusieurs gouvernements, c'est l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui réunit à peu près 57 pays musulmans, bientôt peut-être 60, et ces pays musulmans ont un objectif très très clair que je raconte dans mon livre. J'ai retrouvé beaucoup de textes du Qatar, du Koweït, des frères musulmans, de la Ligue islamique mondiale, mais aussi de l'organisation de la conférence islamique. Nous reviendrons sur la Ligue islamique mondiale. L'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, exprime clairement un dessein conquérant de type universel. Il faut soutenir partout des minorités musulmanes dans des pays qui ne sont pas des pays musulmans, afin que ces minorités grandissent, qu'elles obéissent à la charia, qu'elles échappent aux valeurs non musulmanes et qu'elles soient en quelque sorte reprises en main dans le cadre d'un projet global d'islamisation de l'univers. On voit bien que ceci est l'exacte définition d'un ennemi, quelqu'un qui projette non seulement d'embrigader votre population, mais de l'utiliser pour devenir une 5e colonne, pour lutter contre vos valeurs en place. C'est l'exacte définition d'un ennemi qui projette de conquérir votre territoire, de manipuler votre population et qui contredit vos valeurs fondamentales. Il y a 3 composantes d'une entité géopolitique: territoire, population, gouvernement, valeurs fondamentales. Ces 3 aspects de l'État sont menacés par ces organisations, notamment l'organisation de la conférence islamique. Et j'ai retrouvé beaucoup de textes qui vont dans ce sens. Une autre organisation transnationale, mais qui est également parrainée par l'Arabie Saoudite et qui a également la respectabilité d'entités para-étatiques, puisque des gouvernements officiels sont derrière, c'est la Ligue islamique mondiale, qui a son siège à Mantes-la-Jolie et son siège européen et international dans la capitale européenne du salafisme, comme vous le savez, Bruxelles, où je suis assez souvent. Et effectivement, on voit les résultats de ce prosélytisme. Et ce qui est intéressant à Bruxelles, comme à Madrid, comme à Sarajevo, comme un peu partout, ces grandes mosquées salafistes qui ont été construites
par l'Arabie Saoudite, ou plutôt financées par l'Arabie Saoudite à travers la Ligue islamique mondiale. Il faut savoir que la plupart de ces mosquées ont été inaugurées par nos hommes politiques et elles ont même été sollicitées parfois, avant même qu'il y ait une requête, elles ont été proposées. Un jour, le roi saoudien venait à Bruxelles, et l'ancien roi de Belgique, c'était en 1978, c'est vieux, il lui a carrément proposé que Bruxelles devienne le centre de l'islam saoudien. Et il a dit, ce serait bien, je vais convaincre mon Premier ministre, à l'époque il avait plus d'influence. Et c'est comme ça que la première grande mosquée salafiste a été construite à Bruxelles, dans une sorte d'accord de roi à roi. Un roi conquérant et un roi compromis. Et il s'est passé la même chose entre roi à roi en Espagne. En Espagne, un jour, Juan Carlos, malgré tout le respect que mon ami Felipe a pour ce roi, Juan Carlos a reçu aussi à l'époque le roi Fahd, et il lui a dit, bon, ce serait quand même normal qu'à Madrid, il y ait une grande mosquée saoudienne, salafiste donc, et on a créé la mosquée Abou Bakr à Madrid. D'où d'ailleurs sont sortis de nombreux terroristes de la gare d'Atocha, l'acte terroriste le plus radical qu'on ait eu en Europe, hein, avant le Bataclan, 300 et quelques morts. De nombreux terroristes venaient de cette mosquée. On a retrouvé le même phénomène à Sarajevo, à la faveur de la destruction de l'ex-Yougoslavie et de l'élimination des Serbes, peuple européen qui était à mon avis le plus persécuté depuis 15 ans, parce que même lorsque Milosevic est considéré innocent cet été, on continue à accabler la Serbie de génocide. Alors qu'un tribunal pénal international à charge, financé par le Brunei, par George Soros, par de nombreux États, notamment de la Ligue islamique mondiale, ce tribunal à charge a reconnu qu'on n'a aucune preuve et aucune trace de volonté génocidaire dans la démarche de Milosevic, qu'il a même plutôt empêché les radicaux serbes à commettre des génocides. On continue à dire que Milosevic est un génocideur. C'est extraordinaire. Les représentations ont la vie longue et elles sont plus importantes que le réel. Lorsqu'il y a une confrontation entre une représentation ancrée et le réel, on appelle ça une dissonance cognitive, très souvent, le réel est écrasé par la représentation. Et c'est tout le problème des représentations géopolitiques. Quand elles sont très ancrées, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez démentir, prouver, tout ce que vous voulez, ça n'a pratiquement aucun effet. Donc les représentations de guerre froide de l'Occident continuent à agir, la Russie continue d'être le pire, et bien sûr, les amis de la Russie participent du pire également, excepté la Chine qui est trop puissant pour qu'on s'y frotte, mais à part la Chine, la plupart des États alliés de la Russie ont été pointés du doigt et plusieurs d'entre eux ont été bombardés, et certains aimeraient bien à nouveau bombarder le dernier d'entre eux au Proche-Orient, qui est le régime de Bachar al-Assad, qui n'est pas un ange. Je ne suis pas là pour défendre, bien sûr, Bachar al-Assad, mais revenons à la définition de l'ennemi. On nous dit qu'il faudrait agir contre Bachar al-Assad, renverser cet État, car il pratique un massacre de masse, etc. etc. Peut-être. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'on ne sait rien sur les chiffres réels. Et ce que l'on sait sur les chiffres, à supposer qu'ils soient réels, les fameux 300 ou 300 quelques mille morts en Syrie, on sait qu'au moins la moitié sont attribués et attribuables, selon même les frères musulmans de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui sont proches des frères musulmans, on sait qu'à peu près la moitié sont attribués aux forces islamistes des opposants. Donc déjà, les choses sont beaucoup plus équilibrées qu'on le pense. Mais admettons que Bachar soit un bourreau. Est-ce que la définition de l'ennemi, c'est condamner et agresser quelqu'un militairement parce que nous désapprouvons ce qu'ils font chez lui? Ça peut se justifier. C'est la théorie du droit, de la responsabilité de partager, vous savez, qui suit qui suit le droit d'ingérence. C'est des nouveaux concepts qu'on essaie d'intégrer au droit international qui sont tout à fait contradictoires. Je parle sous le contrôle de Philippe de Beul, qui est prof de droit constitutionnel. Normalement, la base du droit international, c'est la souveraineté des États. Et normalement, rien n'est au-dessus de la souveraineté des États, mais aujourd'hui, on essaie de détruire la base du droit international, qui est la souveraineté des États, au nom de concepts d'ingérence qui justifient des nouvelles formes d'impérialisme. Donc on aimerait renverser cet État en disant, pour justifier le renversement, c'est un ennemi. Mais quelle est la définition d'un ennemi? Nous l'avons vu tout à l'heure, déjà, ce n'est pas une arme, ce n'est pas un mode d'action. C'est une entité vivante qui a un projet de vous déstabiliser, de lutter contre vos valeurs, d'atteindre votre territoire et de remettre en question votre souveraineté et même de menacer votre population. Est-ce qu'aujourd'hui, ou même hier l'Irak et la Syrie aujourd'hui, ou même la Libye qui était revenue dans le concert des nations à partir des années 2000, est-ce que ces pays menacent la souveraineté de la France? Non.
La souveraineté des pays occidentaux, non. Est-ce qu'ils atteignent leur population? En tout cas, non, depuis que ces pays, ça fait pas mal d'années, ont renoncé au terrorisme. Est-ce que ces pays menacent nos valeurs? Même pas chez nous. On n'a pas d'exemple de revues, de télévision, comme les télévisions saoudiennes ou qataries, qui émettent sur les ondes chaque jour, ou dans les différentes fréquences, des programmes de lutte contre nos valeurs. Par contre, nos amis du Golfe, nous avons tout un bouquet, par exemple, on a un bouquet maintenant qui ne coûte pas grand-chose sur Internet, où on a toutes les chaînes islamistes les plus radicales. J'ai relevé certains propos, justification de l'esclavage, le viol des captives pendant le djihad, une captive païenne peut être violée en dehors même du statut de mariage. Il y a même une députée koweïtienne qui a dit récemment, si on rétablissait le djihad et l'esclavage, ce serait pratique parce que nos maris souvent nous trompent avec des femmes de ménage. Donc l'avantage, si nous avions des captives esclaves, dans la charia, on trouve des justifications du coït avec une captive. Donc ce serait pas mal, du coup, on serait plus trompé. C'est une drôle de notion de ne pas être trompé. Enfin, c'est une vision comme une autre que l'on retrouve dans la charia. On peut retrouver donc sur des bouquets des chaînes de télévision de pays soi-disant amis, l'exacte définition de ce que c'est menacer nos valeurs. On peut trouver aussi dans ces pays l'exacte définition de ce que c'est de ce qu'est menacer notre population, puisque ces pays ont financé des terroristes qui sont venus tuer chez nous des gens. Donc on a bien affaire à des gens qui nous menacent fondamentalement, ce sont des ennemis, ils menacent nos valeurs, y compris sur notre sol, parce que en Syrie, on défie ou l'on contredise les valeurs de l'Occident, ça ne constitue pas une menace. Une menace, c'est pas quand l'autre est différent de vous. La menace, c'est pas parce qu'un régime comme la Chine ou la Syrie ou l'Irak serait non démocratique. La menace, c'est quand il veut vous empêcher de l'être. La menace pour les sociétés pluralistes, et je reprends le concept de Karl Popper, pour les sociétés pluralistes ou ouvertes, la menace, elle est caractérisée par le fait qu'on nous empêche de vivre selon notre mode de vie ouvert, pluraliste, laïque, chez nous. Or, aujourd'hui, la plupart des États que nous avons renversés, à part les États comme les talibans afghans, à part l'Afghanistan, la plupart des États que nous avons agressés et que les Occidentaux ont bombardés et ont considérés comme ennemis, ne nous menaçaient pas. Ni nos valeurs chez nous, ni notre population chez nous, ni même notre territoire qu'ils ne convoitaient pas. Donc revenons à la base de la stratégie. L'ennemi, c'est celui qui, pour employer une phrase un peu caricaturale, c'est celui qui vient jusque dans vos baignoires vous tuer. Ça, c'est l'ennemi, ça, c'est le vrai ennemi. Le vrai ennemi, jusque dans votre intimité, chez vous, dans votre cuisine, dans votre chambre à coucher, dans votre salon, ou sur votre terrasse, quand vous fumez une cigarette sur une terrasse, aujourd'hui, mieux vaut pas trop être fumeur, mieux vaut être dans les bistrots, eh bien, c'est celui qui vient vous agresser chez vous, sur votre terrasse. Ça, c'est l'ennemi. Et aujourd'hui, nous n'avons pas du tout bombardé ceux qui ont permis aux terroristes de nous menacer sur nos terrasses. Au contraire, nous avons bombardé, ou nous avons de bombarder, les régimes qui sont en lutte contre ce même ennemi islamiste. C'est ce qui est assez extraordinaire. Pour la première fois dans l'humanité, on a des civilisations qui considèrent comme ennemi leur ami et comme ennemi leur ennemi. Qui se sont trompés à la fois sur l'ennemi et sur l'ami. Mais c'est logique, les choses sont liées. Alors pourquoi? Vous pourrez me dire, ils sont quand même pas fous, nos cyniques gouvernants, qui savent très bien que les droits de l'homme sont un prétexte et qui font des guerres pour le pétrole ou pour instaurer une base, comme la base militaire de Blondstil au Kosovo. C'était la vraie raison de la guerre du Kosovo. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils ne sont pas du tout naïfs. Mais il y a une raison pour laquelle nous nous trompons d'ennemi, parce que si l'ennemi, nous le définissons d'un point de vue géocivilisationnel, c'est ce que j'ai voulu apporter en géopolitique, montrer qu'une géostratégie qui ne tient pas compte du long terme et de la civilisation est une stratégie suicidaire. Aujourd'hui, les Occidentaux, on peut les définir de deux sortes. Si l'Occident, c'est le droit de l'homisme en tant que prétexte, mais surtout l'OTAN, un ensemble stratégique qui inclut la Turquie du néo-sultan Erdogan. Et si l'Occident, c'est l'économie de marché, c'est une définition que j'ai retrouvée dans de très nombreux livres de stratèges américains. L'Occident, en gros, c'est l'économie de marché et les pays qui sont pour l'OTAN. Effectivement, si on raisonne de ce point de vue, que quelqu'un menace les valeurs du pluralisme, finalement, n'est pas très grave à côté du pétrole. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, le coût technique de production d'un baril de pétrole est à peu près la moitié ou 3 fois moins qu'en Russie, peut-être 10 fois moins qu'au Venezuela. Donc là où on se gave le plus, là où il y a le plus de bénéfices, c'est sur le pétrole du Golfe. Alors effectivement, il y a des intérêts de court terme, ou même de moyen terme, il y a des intérêts stratégiques et économiques, mais par contre, si l'Occident se définit de manière civilisationnelle, ce n'est pas que le droit de l'homisme, qui en fait n'est qu'un prétexte, ce n'est pas que le pétrole, l'OTAN ou les dimensions économico-stratégiques, c'est aussi la civilisation, un mode de vie. Et là,
effectivement, si on définit l'Occident comme la civilisation judéo-chrétienne, certes devenue pluraliste, mais qui a des racines judéo-chrétiennes, le système chariatique qui est le fruit d'un processus de conquête mondiale que j'appelle l'islamisation planétaire, effectivement, là, on peut le définir comme un ennemi. Donc en fait, l'Occident, c'est pas qu'il ne sait pas définir l'ennemi, c'est pas qu'il est stupide, c'est que nous avons des stratèges qui ne raisonnent plus du tout de manière civilisationnelle. Ce que disait Guénaud, une politique de civilisation est nécessaire. Ce qui nous manque, c'est une politique de civilisation. Nous n'avons que des politiques de court terme ou stratégico-économiques, qui forcément ne tiennent pas compte de la civilisation, qui est même un empêcheur de tourner en rond. Pour les multinationales et pour ceux qui veulent abolir toutes les frontières, comme le maire de Palerme qui disait récemment, il est très radical chic, vous savez, c'est la gauche caviar italienne, on l'appelle radical chic, il disait « les frontières sont des instruments de torture ». Il faut accueillir absolument tout le monde. C'est une honte que les frontières existent encore. Ceux qui pensent dans cette mentalité Benetton, qu'un grand sociologue américain, Benjamin Barber, appelle Macworld. Ceux qui raisonnent en Macworld, effectivement, ne raisonnent pas de manière civilisationnelle. Et l'origine de nos campagnes, avec des croix, des églises et tous les ancêtres qui nous ont précédés, ça n'a aucun intérêt, aucune importance. Par contre, si on raisonne de manière civilisationnelle, l'ennemi est clair, il est évident. Et c'est pour ça que je pense que structurellement, nos sociétés, sans forcément être naïves, ne peuvent pas se rendre compte de la nature de la menace et de l'ennemi tant qu'elles ne se sont pas réconciliées avec une politique de civilisation. Je ne vais pas parler trop longtemps, on peut passer, si vous voulez, à des questions-réponses, parce que j'ai tendance à faire des discours fleuves un peu, enfin, je ne me compare pas à Castro, mais je ne voudrais pas non plus trop dépasser. Donc voilà, on peut échanger. Et ce que je voulais dire en conclusion, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faille être un va-t-en-guerre. Ça ne signifie pas qu'il faille déclarer la guerre au Qatar, au Koweït, ou rappeler tous nos ambassadeurs et dire à Erdogan, jamais on n'aura plus aucun échange avec vous. La diplomatie, c'est fait pour parler avec tout le monde. À Assad, comme avec Erdogan, comme au Qatar, comme au Koweït, la diplomatie, c'est fait pour parler avec n'importe qui, et pas uniquement avec les amis. Donc, pas du tout de solution dramatique, apocalyptique, de rupture avec l'humanité. Non, tout simplement rappeler à nos interlocuteurs qu'il y a des conditions pour être nos interlocuteurs et nos amis. Ils seront toujours nos interlocuteurs parce qu'il faut toujours parler, mais par contre, il y aura des conditions pour continuer à être nos alliés. La Turquie veut être l'allié de l'Occident et de l'OTAN, elle doit cesser des différentes structures de Daesh, elle doit cesser d'avoir une vision irrédentiste en Europe. Il faut savoir que la Turquie aujourd'hui est à l'origine de nombreuses organisations pan-islamistes qui empêchent, qui interdisent aux musulmans turcs de s'intégrer à nos valeurs. Il faut savoir que Erdogan, quand il est venu à Berlin et à Francfort il y a quelques années, à 2 reprises, et il a encore dit cet été qu'il réitérait ce qu'il avait dit, il a dit « je persiste et je signe », il a dit « toute intégration de musulmans et de turcs à la culture d'accueil en Allemagne ou en France est un crime contre l'humanité ». On a des gens qui considèrent l'intégration à nos valeurs comme un crime contre l'humanité, qui l'avouent et qui s'y emploient avec des organisations pan-islamistes qui financent des imams, notamment le vice-président du Conseil français du culte musulman, c'est un Turc, qui a dit que non seulement le voile est une prescription, mais il est hors de question de recevoir des leçons de morale de ces occidentaux impérialistes. On voit bien que ce type n'a absolument, il parle très bien français, il est intégré au sens individuel, mais on sent que nos valeurs ne l'intéressent absolument pas. Donc on a des États qui prétendent être nos amis et qui œuvrent concrètement à la destruction de nos valeurs. Et c'est la même chose pour le Qatar, le Koweït, la Ligue islamique mondiale, l'Organisation de la coopération islamique. Donc, tout simplement, on rappelle ces gens, on envoie nos émissaires, nos diplomates, nos ministres, nos ministres de l'Intérieur ou des Affaires étrangères, et on fait ce que Pasqua, que j'aimais bien parce que c'était un des rares hommes politiques qui n'avait pas lu l'ENA, enfin qu'il avait, je ne crois même pas qu'il a tenté, et il avait un bon sens, et un jour il me disait, moi j'ai pas fait l'ENA, et j'ai le bon sens du berger corse, je suis allé voir un jour, c'est lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, j'ai été voir mon homologue saoudien, et je lui ai dit, aimerais-tu que je fasse du prosélytisme chrétien chez toi? Bien sûr, son interlocuteur lui a dit, oh là là, jamais. Et pour cause, le chef suprême de l'islam saoudien a dit récemment, la seule solution concernant les églises chrétiennes dans toute la péninsule arabique, c'est la destruction. Donc effectivement, ce n'est pas le genre à accepter le prosélytisme chrétien chez lui. Et Pasqua lui a dit, alors au moins, arrête de faire venir des flux financiers pour financer le salafisme chez moi. Et j'avais demandé à Pasqua, parce que j'avais su bien avant, que lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, aucun financement saoudien, wahhabite, salafiste n'avait été constaté. Il m'avait dit, il employait souvent le mot de lavette, il m'a dit, mais parce que beaucoup de nos dirigeants sont des lavettes.
Ils n'ont même pas été demandés à leurs interlocuteurs que l'on respecte leurs propres valeurs. Ils n'ont même pas été dire aux Saoudiens, aux Qataris, aux Koweïtiens, aux Turcs, nous aimerions que chez nous, faites ce que vous voulez chez vous, mais chez nous, vous ne veniez pas saper nos valeurs. On ne leur a jamais demandé. Il a fallu attendre le Bataclan pour que certains ministres comme Valls, de manière assez démagogique, mais quand même il l'a dit, commencent à rappeler que les islamistes, comme les frères musulmans, menacent nos valeurs. Ça a été dit pour une fois. Mais aucun de nos hommes politiques, dans la plupart des pays d'Occident, n'ont demandé cela. En Amérique, la plupart des mosquées sont financées par des salafistes wahhabites de la Ligue islamique mondiale ou par les frères musulmans. En Angleterre, ça va encore plus loin. On a des talibans qui forment des fonctionnaires en cours d'islamologie. Et on a même eu Kardawi, l'homme qui forme les imams européens à Château-Chinon, qui est un des leaders des frères musulmans, qui fait des fatwas pour tuer les homosexuels, les chrétiens, les juifs, qui dit même qu'on peut se faire sauter en Irak si on est handicapé. Cet homme, il a eu un emploi à la mairie de Londres pendant plusieurs années. Il est le coprésident des frères musulmans français et européens, et c'est lui qui coprésident l'institution de formation de nos imams à Château-Chinon. J'étais récemment dans une émission avec le juge Trevidic, qui a dit, je bois du petit lait parce que je n'ai absolument rien inventé. Il disait, Ardisson lui disait, mais c'est vrai ce que dit Delval. Il a dit, mais bien sûr, tout le monde le sait. Château-Chinon, c'est une formation de fanatiques. Et nos hommes politiques n'ont jamais demandé des comptes à nos interlocuteurs. Or, la moindre des choses pour un homme politique, certes, c'est pas de faire des leçons de morale chez les autres. Moi, je n'en veux pas aux Saoudiens d'appliquer la charia chez eux. Je ne dis pas que je trouve ça bien, mais je ne suis pas un donneur de leçons de morale et je n'ai pas à dire aux autres populations et aux autres civilisations comment se comporter. Je préférerais qu'ils soient éclairés. Mais déjà, et ce sera vraiment ma conclusion, défendons nos valeurs chez nous avant de les exporter de manière contre-productive chez les autres. Je vous remercie.